Eh bien, vous l'avez reconnu évidemment tous, la haka, la fameuse haka des Néo-Zélandais, hein, des All Blacks, magnifique. En plus, la gestuelle est extraordinaire. Tout ça est extraordinaire, mais évidemment, alors... Et là, nous sommes très heureux d'avoir retrouvé Sandrine Rousseau parce que, encore une fois, moi, cet été, vous savez, ça m'a un peu manqué. On avait des personnes comme ça qui nous apportaient toujours du grain à moudre, mais tel merveilleux grain, quoi. Si le grain ne meurt, disait déjà André Gide. Eh bien, la haka, cette formidable gestuelle avant le match des Néo-Zélandais, eh bien, évidemment, Sandrine Rousseau a réagi. Et il fallait que Sandrine Rousseau réagisse. Écoutez. Si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'un monde où on glorifie et où on met en exergue des codes virilistes à ce point-là et qu'on passe complètement sous silence tout ce qui est compétition féminine, parce qu'on l'a vu, on pourrait parler de la Coupe du Monde de foot féminine, etc. Oui, enfin je veux dire oui. Quand j'ai vu Emmanuel Macron descendre une bouteille de bière dans un vestiaire, non. Hey. Eh bien oui, c'est code viriliste, c'est pas possible. Mais Sandrine Rousseau, vous savez qu'il y a des compétitions, y compris en Nouvelle-Zélande, féminines de rugby. Le rugby féminin est aussi fort que le rugby masculin. Oui, je vous assure, des femmes, et oui, ces femmes, et vous avez tellement raison de les mettre au pinacle, sauf que là, code viriliste, et vous savez ce qu'elles font ces femmes? Eh ben, elles font la haka. Vous n'y croyez pas? Écoutez. Sandrine Rousseau, ça vous fait peur? Ah oui, ce sont des femmes qui font la haka. Et oui, vous voyez, alors c'est pas vraiment un code viriliste. Vous voyez, ça peut être tout à fait autre chose. Intéressant, non? Intéressant. Peut-être ce serait pas mal d'apprendre quelque chose, un mot français. Sandrine Rousseau, vous le connaissez? Ça s'appelle la nuance. Ça s'appelle l'art de la nuance. Je vous assure que ça ferait du bien pour vous, comme pour nous. Oh, ça, c'est magnifique, effectivement. C'est une chanson du Puy du Fou, oui, vous savez, cette extraordinaire saga du Puy du Fou. Vous êtes évidemment très nombreux à y être allés, j'y suis allé aussi. Et cette espèce d'aventure qui a commencé il y a plus de 30 ans, plus de presque 50 ans. Nicolas de Villiers va nous en parler, et puis qui est aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais déjà hier, est vilipendé. Et notamment, il y a eu une émission, complément d'enquête sur France 2, qui était un spécial Puy du Fou, qui expliquait que le Puy du Fou, eh ben, c'était quelque chose de pas très bien. Pourquoi? Bonjour Nicolas de Villiers. Bonjour André Berkoff. Alors, vous êtes aujourd'hui le patron du Puy du Fou, fondé par votre père, Philippe de Villiers. Et effectivement, il y a eu un film à charge ou à décharge, chacun décide, mais enfin, un complément d'enquête a attaqué. Alors, il y a une chose que je voulais vous demander d'abord, Nicolas de Villiers, c'est que dans complément d'enquête, il y a une partie qui reproche au parc d'utiliser ces 4300 bénévoles pour en tirer profit. C'était la thèse de complément d'enquête. Et j'ai vu que par le biais de votre avocat Gilles-William Goldnadel, l'intention de porter plainte contre la chaîne publique, donc France 2, pour ses propos niant le génocide vendéen. Alors, on va parler des deux sujets, mais pourquoi n'avez-vous pas porté plainte si vous considérez que c'est une fake news, une fausse nouvelle sur l'emploi des bénévoles? Et expliquez-vous là-dessus, si vous voulez bien. Écoutez, c'est très simple. En fait, tout le reportage dont vous parlez utilise le conditionnel, ce qui, dans la langue française, permet d'éviter l'affirmation. D'accord. Mais simplement, en droit, en justice, vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un qui a dit au conditionnel quelque chose. Si on dit, par exemple, André Berkoff aurait piqué dans la caisse, ouais. Eh bien, vous ne pouvez pas m'attaquer en justice, mais j'ai quand même sali votre nom. Ouais. Et vous voyez, comme c'est un procédé assez classique qui consiste en fait à
laisser planer le doute et à jeter l'opprobre, mais sans jamais prendre le risque justement du combat judiciaire. Voilà pourquoi il est effectivement bien difficile d'attaquer une émission comme celle-là, mais vous savez, France Télévisions paye fort cher des juristes et tout un tas de conseils qui sont financés par nos impôts, bien sûr, pour se défendre en amont contre ce type d'attaque. Alors Nicolas de Villiers, juste pour votre réponse quand même non judiciaire, mais sur les bénévoles, parce qu'on sait très bien que le Puy du Fou a été fait depuis très longtemps et depuis toujours. Il y a eu des milliers de salariés, il y a des salariés, des milliers de salariés, des centaines, et puis il y a des milliers de bénévoles qui sont là. Alors, est-ce que peut-être pour les auditeurs éclaircir un tout petit peu cela? Bien sûr, c'est très simple. Nous avons une association qui est à l'origine du Puy du Fou et qui est toujours là 45 ans après la naissance du Puy du Fou, dans laquelle nous sommes 4300 bénévoles. Nous portons un spectacle qui s'appelle la Cinécénie, qui est le premier spectacle du Puy du Fou, qui a fait son succès. Et cette association, elle a sa propre billetterie, sa propre comptabilité, sa propre vie. Elle a donné naissance à une filiale qui est une société, une SAS, et qui, elle, emploie aujourd'hui 2500 personnes. Puis, cette SAS a d'autres filiales, y compris à l'étranger, ce qui nous permet d'employer au total plus de 3500 personnes dans le grand Puy du Fou avec ses filiales étrangères. Donc on a cette immense fierté d'être une association qui a gardé la propriété de l'ensemble du Puy du Fou et en plus qui a créé des emplois et qui ne génère aucune remontée de dividendes pour aucune personne physique. C'est-à-dire que ni le créateur du Puy du Fou, ni moi-même, le président du Puy du Fou, ni aucun dirigeant du Puy du Fou ne touche de dividendes. Et je dirais même, mieux que ça, puisque vous me donnez la parole, nous avons fait don de nos droits d'auteur sur les spectacles que nous créons, qui donnent lieu par la loi à de la propriété intellectuelle, et c'est un fait assez rare, je dois le reconnaître, qui sans doute a excité France Télévisions. Eh bien, nous avons fait don de ces droits d'auteur, de ces droits patrimoniaux, on appelle ça, c'est-à-dire de l'argent qu'on pourrait toucher sur les scénarios, mon père comme moi-même, à une association qui s'appelle Puy du Fou Stratégie, qui est d'ailleurs mentionnée en long, en large et en travers sur notre site internet. On en présente tous les aspects depuis bien des années, donc il n'y avait pas besoin de faire un complément d'enquête pour le découvrir. Et cette association Puy du Fou Stratégie a vocation à protéger le Puy du Fou contre toute forme de prédation, puisque justement, ça ne sont pas nos ayants droit qui vont hériter de droits financiers sur les œuvres. Il n'y a aucun droit financier sur les œuvres. Tout ça a fait l'objet d'un don, et nous sommes, dans ce cadre, parfaitement bénévoles. Donc oui, il y a d'autres moteurs dans la vie que le seul moteur de l'argent. En effet, je vous dis ça en le prouvant à travers les actes que nous avons posés depuis des années. Et je suis bien désolé que des journalistes de France Télévisions aient une vie bien trop triste pour penser que tout acte dans la vie doit être marchandisé. Eh bien non. On peut poser des actes gratuits qui soient des actes peut-être plus nobles que les actes monétarisés. Nicolas de Villiers, non mais il est bon d'éclaircir tout cela. Les dons, vous les donnez à des associations, enfin les dons dont vous parlez là? En fait, à partir du moment où nous avons apporté notre patrimoine immatériel, qui sont la propriété intellectuelle finalement du Puy du Fou, eh bien, ça ne génère pas d'argent, ça génère simplement que cette association Puy du Fou Stratégie devient actionnaire. Elle est devenue actionnaire il y a maintenant plus de 10 ans de la SAS du parc et de l'ensemble du groupe. Pourquoi? Pour que justement le Puy du Fou soit propriétaire de cette propriété intellectuelle et que les auteurs ne puissent plus y toucher, et ainsi les bénévoles Puy-Follet sont les vrais propriétaires, non seulement affectifs mais même juridiques du Puy du Fou. Et donc simplement, pour terminer, Nicolas de Villiers, on en reparlera de toute façon, mais enfin, on se demande si on vous a fait un bon ou un mauvais procès. Ça, on peut vraiment se poser la question. Vous salariez combien de personnes aujourd'hui? Alors, 2500 en France, 800 en Espagne, 50 aux Pays-Bas, et dans quelques autres pays dans lesquels nous préparons des projets, il y en a encore une centaine. Donc vous voyez, c'est un nombre considérable de gens qui sont, pour 800 d'entre eux en France, des intermittents du spectacle. Donc nous sommes fiers de dire que le bénévolat a créé des emplois, y compris pour les intermittents du spectacle. Mais vous savez, est-ce que nous sommes un exemple isolé? Je ne crois pas. Tous les festivals, la Coupe du Monde de rugby et tous les grands événements sportifs français vivent grâce au bénévolat. Le Puy du Fou n'est pas une exception. Il faut se réjouir qu'il y ait en France encore des bénévoles. Moi, je préfère voir nos jeunes qui se donnent, qui donnent du temps, de leur talent, de leur énergie, qui se découvrent une vocation bien souvent grâce au bénévolat et qui parfois d'ailleurs débouche sur un emploi, cette vocation-là, plutôt que de les voir eh bien détruire des voitures ou casser quoi que ce soit. Vous voyez, je pense que c'est très sain que notre pays conserve cet esprit de bénévolat.
En tout cas, le Puy du Fou continue, et le Puy du Fou, on le sait, a un succès phénoménal et moi je dirais personnellement mérité. Merci Nicolas de Villiers. Merci à vous. Il crie vaccinez-moi, vaccinez-moi. Alors il y a eu hier quand même quelque chose de très intéressant. C'est toujours de l'ordre du symbole. Et encore une fois, nous ne prenons aucun parti entre les vax, les anti-vax, les néo-vax et archéo-vax. Novak Djokovic. Vous connaissez Novak Djokovic, on ne va pas vous le présenter. Il s'est adjugé hier son 4e US Open en domptant en finale Daniil Medvedev, égalant ainsi le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de l'Australienne Margaret Court. Je rappelle que Novak Djokovic était pendant 2 ans interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il a refusé de se faire vacciner. Mais pourquoi on reprend ça? Parce que de temps en temps, c'est vrai, le hasard objectif, il y a comme ça des retournements, des boomerangs, car qui est l'un des partenaires principaux de l'US Open? Eh bien, c'est le vaccin Moderna. Et oui, et imaginez que Novak Djokovic, il a refusé le vaccin Moderna comme Pfizer ou autre. Franchement, pas sérieux ça. Mais oui, mais lui, il considère son corps comme son principal outil de travail. Ben, il s'est dit, voilà, moi je refuse ce vaccin. Eh bien, il a été expulsé d'Australie, il a été ensuite en rétention, rappelez-vous, et puis les États-Unis étaient interdits. Puis maintenant, c'est fini, l'interdit a été levé. Et voilà-t-il pas que le non-vacciné, incroyable quand même, mais où est-on? Enfin, dans quel monde vivons-nous? Eh bien, il gagne son 4e US Open. Voilà. Et Moderna, écoutez, il devait être très content de lui remettre, je ne sais pas s'il y avait un prix de sponsoring, mais voilà. Au grand désespoir ou espoir de chacun. Mais voyez, les histoires ont toujours une symbolique et une morale. Ça fait partie, effectivement, de l'histoire.